suis Véronique Garnier, je suis la première vice-présidente de l'association Élus Santé Publique et Territoire. Je suis élue dans les Yvelines, en charge de santé globale, prévention des risques sanitaires et communication. Et je suis la nouvelle coprésidente du comité d'animation des territoires, qui est donc le groupe armé élu du groupe Santé-Environnement. Donc au nom de l'association Élus Santé Publique et Territoire, du réseau ISE, de Sciencis, je vais toujours prononcer un peu à l'anglaise, excuse-moi Paula. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour le colloque ISE, l'association Élus Santé Publique et Territoire, qui est représentée aussi par Yves Charpak, qui interviendra ce soir, et par notre chargé de mission, Étienne Corbarieux, qui est donc physiquement localisé au campus Condorcet, ce qui nous permet de mettre à disposition donc, cet auditorium. Alors, très heureux de vous accueillir pour ce colloque qui a un thème qui est loin d'être souvent débattu. C'est ce lien entre les chercheurs, mais surtout les produits de leur recherche et les acteurs locaux, qu'ils soient décideurs des politiques de santé publique ou qu'ils soient acteurs de terrain comme les élus. Est-ce que l'on peut faire aujourd'hui de la promotion en santé sans disposer de données probantes, ce qu'on appelle l'evidence-based health promotion? Mais pour cela, faut-il déjà identifier les acteurs qui font la recherche? Est-ce que les sujets de recherche, est-ce que ces sujets de recherche tiennent suffisamment compte des réalités de terrain? Est-ce qu'il y a suffisamment d'interactions avant que les projets de recherche naissent, se développent et soient mis sur le terrain, entre les réels besoins du terrain, les réelles difficultés du terrain? Est-ce que les décideurs de santé publique ont le temps aujourd'hui, est-ce que c'est que le temps, pour pouvoir toujours aller au-devant ou aller chercher en tous les cas les données qui vont être suffisamment probantes pour inspirer, et plus qu'inspirer, mais être à l'origine de la décision publique? Et comment faire pour que ces producteurs de données, qui sont plutôt les chercheurs, puissent aller beaucoup plus proche du terrain, auprès des décideurs, bien sûr, mais aussi auprès des élus. Les élus, jusqu'à présent, peut-être ont moins ressenti le besoin d'aller orienter leur politique publique en fonction de données beaucoup plus solides, beaucoup plus robustes qu'ils ne pouvaient le faire jusqu'à présent. Faut-il des passeurs pour permettre d'interpréter ces données et les rendre plus intelligibles? C'est toute la discussion aussi sur le courtage. Et faut-il des médiateurs, du courtage de connaissances? En tous les cas, les débats vont être extrêmement riches et je vous souhaite un excellent colloque. Et je vais juste demander encore un tout petit peu de patience à Nathalie pour vous dire, et je voudrais faire un mot particulier à Célia Colombier, qui est donc en charge du réseau ISE. Je pense que d'abord, il faut qu'on arrive à mieux faire connaître le réseau ISE auprès des élus. Ça, c'est une des tâches de SPT et on va s'y atteler encore plus. C'est une formidable ruche d'échanges, de réseaux, d'accès à des données. Et Célia a notamment mis en œuvre une série de webinaires cette année qui sont vraiment d'un grand intérêt. Et j'incite à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir les suivre, de les écouter en replay. C'est extrêmement pertinent, utile de pouvoir bénéficier. Donc bravo Célia en tous les cas pour ton dynamisme. Tu as encore une fois organisé ce colloque comme un chef d'orchestre. Et je suis sûre que la partition sera belle. Nathalie, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci Véronique, merci à toutes et tous d'être là et merci surtout ce petit coup de publicité pour les travaux de l'ORS, toujours très agréable à entendre. Merci à l'association Élus Santé Publique et Territoire de nous accueillir dans ses locaux. Donc, je suis Nathalie Belzer, je suis la nouvelle directrice de l'Observatoire régional de santé Île-de-France.
Alors, qui sommes-nous, ORS? C'est, comme son nom l'indique, on observe la santé des franciliens, c'est-à-dire qu'on recueille donc des données, on produit des données relatives à l'état de santé des franciliens et de ses déterminants, et on analyse ces informations pour éclairer les politiques de santé publique. Alors, on a un champ d'expertise assez large, dont la santé-environnement, qui repose sur une équipe en fait hyper pointue, dont il y a certains représentants ici. Je vois Sabine, je vois Muriel, une nouvelle arrivante Manon, Célia, j'espère que j'oublie personne. Ce ne sont qu'un petit échantillon représentatif de l'expertise de l'ORS. L'ORS donc anime le réseau ISE, pour Île-de-France Santé Environnement, qui a été créé en 2019 dans le cadre du PRSE 3, le plan régional santé environnement 3, et qui réunit aujourd'hui effectivement plus de 150 membres et qui donc montre un peu en fait son succès. L'objectif de ce réseau, c'est de créer les conditions pour intensifier et diversifier justement les collaborations entre les acteurs franciliens de la santé environnementale. Donc on rassemble les acteurs de la santé, de l'environnement, on crée une culture commune autant que possible en santé-environnement, on valorise les actions et les productions de chacun, on développe ou on accompagne les projets, on participe également à la construction des politiques publiques puisqu'on a contribué notamment au PRSE 4, le plan régional de santé-environnement, dans sa 4e édition, et enfin on favorise la montée en expertise de ses membres. Donc l'année dernière, je n'étais pas là, mais certains d'entre vous étaient peut-être présents ici, avait été déjà organisé un colloque annuel sur le rôle des déterminants de santé dans la santé-environnement au CNAM à Paris. L'objectif de ce colloque était d'identifier les leviers dont dispose le professionnel de santé en matière de santé-environnement. Et il a donné lieu à un livre blanc construit grâce au concours des personnes qui ont contribué à l'organisation de cette journée l'année dernière, mais également à la contribution des participants du colloque, que ce soit intervenants ou public. Et il me semble que le livre blanc est à disposition à la sortie de la salle sur le présentoir. Cette année, comme l'a dit Véronique, le réseau ISE s'associe à 2 de ses adhérents, l'association Élus Santé Publique et Territoire et Sciencis, alors c'est bien comme ça qu'on dit, pour organiser effectivement ce colloque autour du renforcement des liens entre les acteurs de la recherche, que sont les universitaires et les chercheurs, et les territoires, collectivités, représentants de la société civile, acteurs de l'offre de soins, etc. Ce colloque, cette journée, s'appuie sur le constat que le lien finalement entre les acteurs de la recherche et les territoires est plutôt ténu en Île-de-France, mais ça doit être aussi le cas dans d'autres territoires, alors même que sur le territoire francilien, on concentre 2/3 de la recherche française. On voit donc qu'on a une marge de progrès importante possible devant nous, et l'ORS est bien placé pour favoriser cette dynamique de rapprochement, puisqu'il se situe à l'interface entre recherche et territoire, en produisant des études à l'attention des décideurs. Et son réseau ISE lui-même a pour mission d'intensifier et de diversifier les collaborations entre acteurs franciliens. Donc, sur le même modèle de ce qui a été produit l'année dernière, on propose de produire à nouveau un livre blanc sur les enseignements du colloque d'aujourd'hui. Et on espère que vous serez tous prêts à contribuer à ce livre blanc. En tout cas, moi, je vous remercie déjà d'être présents aujourd'hui. Je pense que les échanges vont être très fructueux. Je remercie encore en fait toutes les associations de nous accueillir ici et je vous souhaite un très bon colloque. Je laisse la parole à Marc-André Sellos. Ah. C'est moi d'abord. Ah, Pardon. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Véronique et Nathalie. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes nombreux et vous êtes toujours plus nombreux aux événements du réseau. Cette journée, c'est d'abord l'occasion de rencontres entre membres, mais aussi avec des partenaires et aussi avec des nouveaux venus. Donc bienvenue. Rencontre entre celles et ceux qui font le territoire, qui agissent localement, qui sont en contact avec la population et qui produisent de la connaissance.
Cette année, nous posons la question des liens à construire entre les acteurs de recherche et les acteurs du territoire, et ce à partir de retours d'expériences locales en France. Je dis bien nous, car cet événement émane d'une réflexion collective, c'est-à-dire la réunion des cerveaux de 23 chercheurs de disciplines très variées allant de la toxicologie aux sciences sociales et à l'urbanisme, passant par les sciences sociales, et 17 acteurs du territoire, donc associations, collectivités, bureaux d'études. Certains n'ont pas pu être présents aujourd'hui, certains sont dans le public et d'autres interviennent. Je tiens vraiment à tous et toutes les remercier. Je n'en dis pas plus, je vais donc laisser la place au professeur Marc-André Sellos du Muséum national d'histoire naturelle, également président de la Fédération Biogé, qui rassemble les acteurs en lien avec les sciences, les technologies du vivant, les sciences de la terre et de l'environnement. Marc-André Sellos, en quoi est-ce une nécessité d'associer davantage recherche et santé-environnement, recherche, santé, environnement et territoire, et qu'entend-on par ces termes? Merci beaucoup. Merci de cette invitation et pardon de n'être présent qu'un bref instant, mais le propos que vous tenez m'a paru suffisamment important pour que je m'échappe d'un colloque que j'organise moi-même en ce moment au Muséum, pour venir vous proposer quelques pensées en introduction dont je ne doute pas que vous allez les dépasser et les transcender nettement dans la suite de vos débats. Alors, il y a deux constats qui sont un peu angoissants. Le premier constat, c'est que les Français en particulier sont nuls en sciences. C'est eux qui le disent. Dans un sondage de 2018 de l'IFOP, il y en a 5% qui jugent leur niveau en sciences très satisfaisant, 22% qui le jugent satisfaisant, et voilà. Donc ça, c'est l'image que les Français ont d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, souvent, quand je les croise en vulgarisation, j'ai l'impression que c'est l'image qu'ils ont de leur capacité en sciences, alors que ça, c'est faux. Mais c'est souvent l'image qu'ils se font d'eux-mêmes. L'autre problème, c'est qu'on est dans une société qui est en train de vivre très mal, c'est mon deuxième point de départ, ce qui se passe autour d'elle. On a des maladies qui sont en train de se développer, je pense à l'obésité, je pense à certaines formes de cancer. Bon, les cancers pédiatriques ont augmenté quand même de 40% en France depuis les années 70. Le cancer pédiatrique, ça renvoie d'ailleurs à l'environnement, ça veut dire que notre environnement est plus mutagène. Et il y a autour de l'environnement de l'éco-anxiété, de l'éco-culpabilité aussi, ça dépend de votre génération. Les vieux sont éco-anxieux parce qu'ils savent très bien que... Enfin, éco-coupables, pardon, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne seront plus là quand ça va dérailler, ou en tout cas qu'ils ne vont pas voir le déraillement, et les autres voient approcher le grand déraillement. Et dans ce constat, qui est un constat assez mortifère, eh bien, et c'est mon deuxième temps, au-delà de ces constats, en fait, il y a une sorte de double assurance qu'on a et qu'on n'utilise pas. Par double assurance, je vous raconte brièvement une anecdote. Mon père a dû se faire un jour rapatrier de Bretagne parce qu'il avait la colonne vertébrale coincée. Voilà. Et il a regardé si son assurance maladie lui permettait de se faire rapatrier à Paris pour prendre des soins. Non. Puis on a entendu à la radio, c'était dans les années 80, que, tout à fait comme ça, que quand on avait une carte bleue à l'époque, ça incluait une assurance rapatriement pour les gens de la famille. Tout le monde n'avait pas de carte bleue à l'époque, mais il se trouvait que mon grand-père en avait une. Et sur la carte bleue de mon grand-père, mon père s'est fait rapatrier à Paris. Ça, c'est la double assurance. C'est quand on a une assurance à laquelle on pense, mais elle est assez pourrie. Et en fait, on en a une autre qu'on paye aussi, mais à laquelle on ne pense pas, et qui en fait est la bonne. Vous me voyez venir. L'autre, c'est souvent un certain nombre de données scientifiques qui donnent des perspectives pour une action moins impactante. Je vous cite deux exemples. Pour manger beaucoup, on a aujourd'hui des pesticides qui permettent que des bestioles et des champignons ne mangent pas nos aliments. Et du coup, on mange beaucoup. Mais restaurer les haies et vous baissez de 84... Restaurer toutes les haies, le 1,5 million de kilomètres de haies que nous avons sacrifiés depuis les années 50, et vous aurez déjà une solution en dressant des écrans à la propagation des pathogènes et des insectes indésirables. Avec des haies, avec un paysage de haies, on baisse de 84% la pression de parasites sur les cultures. 84%. Ça fait un petit peu moins de pesticides ensuite à utiliser dans les parcelles.
Autre exemple, on mange des compléments alimentaires, on s'assure qu'on a des aliments riches en vitamines. Hein. Oui, mais enfin, personne ne s'occupe de son microbiote. Personne ne s'occupe de cette solution qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, qui dort un petit peu, hein, et où il suffirait de mettre un peu plus de fibres pour nourrir les microbes, un peu moins d'émulsifiants, un peu moins de conservateurs, et un petit peu moins de émulsifiants, conservateurs et édulcorants, qui sont toxiques pour le microbiote. Un peu plus de fibres, hein, c'est manger plus de légumes, donc c'est pas forcément plus cher que, pour le coup, c'est même moins cher que de manger plus de viande. Et voilà, on a une solution qui dort là, et qui est au moins aussi bonne pour notre santé. D'ailleurs, en fait, la plupart de nos vitamines viennent du microbiote, donc plutôt que d'acheter des petits compléments vitaminiques ou des aliments qui sont des alicaments enrichis en vitamines, juste foutre des fibres dans le tube digestif et c'est réglé. Vous voyez, alors, donc il y a la haie, le microbiote, c'est cette bonne assurance que personne ne voit, et puis en fait on se cramponne à des assurances qui ne sont pas si bonnes que ça. Voilà. Alors, nous ignorons l'existence de ces solutions que pourtant nous avons payées de nos impôts. Alors je ne dis pas que ces solutions soient des solutions parfaites, hein. Elles généreront sans doute des problèmes, et l'histoire n'est pas finie en s'y référant, mais aujourd'hui elles paraissent quand même, quand on analyse les choses, un tout petit peu meilleures que celles que les assurances potentielles paraissent meilleures que celles que nous pratiquons. Et on en arrive à ça. Pourquoi est-ce que ça merde alors que, théoriquement, il y a tout pour que ça marche? Alors je crois que les torts sont partagés. Et je vais commencer par les torts des scientifiques. D'abord, les scientifiques ne sont pas faits pour communiquer avec la société. Moi, j'ai fait partie de dizaines de jurys de recrutement, de chargés de recherche, de maîtres de conférences. Je peux vous dire, on regarde un peu s'ils ont fait de la vulgarisation. On ne sait pas s'ils l'ont bien faite. Mais c'est vrai qu'entre deux ex-aequo, le fait d'avoir été faire une conférence à la fête de la science, c'est un petit plus. Entre ex-aequo. Et même dans la construction des tâches et l'organisation des instituts, ça ne marche pas bien. Je vous encourage à lire le rapport de prospective de l'INEE, I-N-E-E, donc c'est l'Institut du CNRS qui s'occupe de l'environnement et de l'évolution. Je fais partie du conseil scientifique et on a organisé des journées de prospective à la suite desquelles il y a un chapitre sur la vulgarisation et la diffusion de la connaissance. Et bon, on parle de ça, quoi. On parle du fait qu'on n'est pas du tout accompagné par nos institutions pour aller vers la société. Et ça, c'est un vrai problème, parce que du coup, quand les scientifiques communiquent, ça se fait souvent en vrac. En vrac, c'est quoi? C'est sans empathie. C'est-à-dire que pour beaucoup de scientifiques, la vulgarisation ou le contact avec la société plus généralement, c'est descendant. C'est « attendez, je vais vous expliquer comment ça marche. Regardez ». Et puis alors, en fait, on vous montre en plus un truc souvent dont l'interlocuteur se fout complètement parce que lui, il n'est pas branché sur ce truc-là. La vulgarisation, appelez-la comme vous voulez. Pour moi, la vulgarisation, c'est rendre au peuple ce qui appartient au peuple. D'où le vulgus. Il n'y a pas de vulgarité, il y a juste le peuple qui a payé de ses impôts et qui a bien le droit de recevoir les produits de ce qu'il a fait. Mais attention, le recevoir pas en vrac, le recevoir avec empathie. Vulgariser, c'est être à côté des gens là où ils sont et à côté de la façon dont ils voient le monde, puis essayer de les accompagner en proposant une autre perspective, et puis s'ils ont envie d'utiliser cette autre perspective pour changer leur point de vue, leur position, leur façon d'agir, leur façon de consommer, leur façon de se soigner, on peut continuer à les accompagner, mais c'est prendre les gens là comme ils sont et leur offrir des nouvelles perspectives pour éventuellement leur donner envie de bouger. Ça s'appelle de l'empathie. Ça ne s'appelle pas dire « Ah, j'ai trouvé une super molécule qui permet aux criquets de sauter plus haut. » On s'en fout. Il faut aller prendre les gens là où ils sont. Et notamment, une des façons de les prendre là où ils sont, c'est d'aller les chercher dans leur territoire. Bon, donc vous voyez que les scientifiques sont mal armés pour ça, et même quand ils ont envie, ils ne font pas vraiment le travail dont ont en fait envie en face leurs interlocuteurs. Venons-en aux interlocuteurs. Alors vous avez vu que les interlocuteurs, ils n'ont pas une grande estime de leur niveau en sciences. Hein. Et leurs interlocuteurs, c'est des jeunes et des vieux. Alors, parlons des jeunes. Dans l'enquête dont je vous parlais tout à l'heure, IFOP 2018, il y a 88% des Français qui pensent que la solution à leur niveau en sciences, c'est de former plus les jeunes aux sciences. Alors ça, c'est un vrai enjeu, effectivement.
c'est de créer des générations qui sont plus sensibles aux sciences et plus à même de les comprendre ou d'aller chercher vers des scientifiques des bribes d'outils. Je n'ai pas dit que la science sauvait la société, j'ai dit que la société pouvait s'appuyer sur la science pour trouver des solutions, mais encore faut-il qu'elle cherche ces solutions et qu'elle cherche à s'appuyer là-dessus. Alors ça, c'est une des choses que Biogé essaie de promouvoir, hein, c'est un enseignement des sciences vraiment existant au cours du cursus. Vous savez que les 2 heures de sciences par semaine au primaire ne sont vraiment mis en œuvre, parfois d'ailleurs sur plus de 2 heures, que dans 20% des classes, parce que là, il y a des enseignants qui savent quoi faire. Ailleurs, les enseignants sont souvent issus de formations littéraires et n'ont pas reçu de complément. Les professeurs des écoles, hein, pour les nommer, n'ont pas reçu de complément de formation en sciences, donc ils ne savent pas trop quoi faire. Et d'ailleurs, ils le vivent souvent mal. Hein. Mais donc, ça veut dire que dans 80% des cas, le primaire se passe sans sciences. Mauvais premier bain pour des individus qui vivent dans les sociétés technologiques et hyper impactantes pour leur environnement. Mauvais premier pas pour des gens dont la santé, en fait, reposera aussi sur des gestes de connaissance, de savoir et de remise en question. Bon. Et puis alors, au lycée, c'est la dérive complète, quoi. Voilà. Au collège ou au lycée, il n'y a pratiquement rien. Il y a plus d'histoire géo que de sciences. Alors que ça n'a pas de sens. Je veux dire, ces 2 disciplines doivent profondément être égales. L'histoire géo, c'est se positionner à un moment, géographie, et dans le temps. Histoire comme corps social, les sciences, c'est se trouver soi-même à un moment, écologie, environnement, et dans le temps, évolution, comme être vivant, comme objet du monde. C'est 2 facettes du même problème. Pourquoi est-ce qu'il y a une facette qui est surreprésentée et pas l'autre ? Je vais vous dire, parce qu'on croit encore qu'on vit en société. Alors que c'est pas vrai. La première chose, c'est qu'on vit dans la nature, et qu'on a sous-compartimenté un petit peu cette nature avec des sociétés. Mais il faut quand même arriver à recoller les morceaux. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, un autre chiffre, pour appuyer ce problème-là, c'est donc la comparaison, c'est encore une enquête IFOP pour la Fondation Reboot et la Fondation Jean Jaurès, entre 72 et 2022, on voit une évolution de la quantité parmi les plus jeunes, hein, les moins de 20 ans, qui pensent plus de mal que de bien de la science. On passe de 6% en 72 à 17% en 2022. Et ceux qui pensent plus de bien que de mal, eh ben, la quantité a chuté de 22%, parce qu'il y a aussi les indécis. Donc il y a plus d'indécis. C'est inquiétant, parce qu'effectivement, on voit que cette belle au bois dormant, que je vous décrivais tout à l'heure, les jeunes sont de plus en plus loin de pouvoir la saisir. Au passage, il faudrait expliquer la science pour ce qu'elle est. C'est-à-dire pas une vérité, pas une exactitude, pas quelque chose qui est vrai ou faux, mais une méthode. Parce que si vous n'avez pas compris que c'est une méthode, et que quand on applique cette méthode à des données différentes, on n'arrive pas toujours à la même conclusion, vous ne comprenez pas pourquoi la science peut changer d'avis. Si on vous a enseigné que quelque chose est vrai ou faux, en science, quand les scientifiques disent non, là il y a une controverse, ou quand ils changent d'avis, enfin c'est pas un avis, ils changent de consensus, parce qu'ils ont des données différentes, et qu'avec la même méthode, ça ne donne pas la même conclusion, c'est la catastrophe. Les gens se disent, mais les scientifiques ne sont pas sérieux. C'est ce qui s'est passé avec la Covid. Il y a eu des hésitations, il y a eu des doutes, il y a eu des débats. C'est ce qui fait le cœur de la science, mais les gens ont pris ça comme la preuve que la science n'était pas fiable. Donc il va peut-être falloir aussi qu'on revoie la façon d'enseigner la science. Et Biogé insiste beaucoup, hein, cette fédération se bat pour qu'il y ait aussi de l'interdisciplinarité. On ne fait pas d'enseignement de sciences correct sans épistémologie et sans histoire des sciences, parce que sinon, c'est pas ce qu'on fait. Et on donne aux gens l'impression d'une espèce de construction progressive et immuable, alors qu'en fait, c'est le bordel, mais juste c'est un petit peu moins le bordel que l'opinion de la rue. Mais c'est tout. Simplement, à tout prendre, on préfère un truc qui marche à peu près bien qu'un truc qui est aléatoire. Alors, la deuxième chose, c'est l'inscription dans le local, et ça, c'est plutôt la solution pour les adultes, c'est aller vers les adultes là où ils sont et dans leurs fonctions. Et ça, c'est peut-être plutôt ce dont vous allez parler aujourd'hui. Il y a vraiment besoin d'une recherche conjointe. Bon, moi, en ce moment, je fais beaucoup de vulgarisation sur le sol, je rencontre les agriculteurs, et ce que je vois, c'est qu'il y a une vraie demande de recherche conjointe avec des scientifiques. Et ça veut dire qu'il faudra la financer. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément les moyens, les scientifiques n'ont pas forcément les moyens opérationnels, ni d'ailleurs forcément le nombre de postes, pour être capables d'accompagner de la recherche appliquée partout où une demande naît. Et partout où on voudrait surtout
demain qu'une demande naisse d'une discussion autour de sur quoi on travaille, qu'est-ce que les résultats changent à nos vies. Il n'y a pas toujours des gens. Moi, je reçois beaucoup de demandes pour faire des travaux et en fait, on n'a pas la surface au labo pour accueillir toute la gaine du monde. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça renvoie au financement de la recherche en France. Alors, vous vous rappelez les chiffres clés. La France a signé pour l'horizon 2020 3% du PIB en recherche, promis juré. D'ailleurs, cette perspective d'horizon 2020, on nous impose des réformes des retraites et des choses comme ça au nom de ça. Donc, promis juré, même si ça fait mal. Sauf que, en comptant le crédit impôt recherche, dont vous m'accorderez que ce n'est pas vraiment une forme de recherche, en tout cas sa restitution aux citoyens est plutôt mollassonne, sinon inexistante, eh bien, en comptant le crédit recherche, nous sommes à 2,3%. Et les scientifiques comme moi sont aussi professeurs dans une des universités à Gdansk ou à Kunming en Chine, parce que c'est là qu'il y a du fric. Et qu'on ne vienne pas me dire que les chercheurs français ont une cuillère en or dans la bouche parce qu'ils ont des postes permanents, donc évidemment ça fait moins d'argent pour la recherche. Quand je vous dis qu'à Kunming et à Gdansk, où je suis professeur, il y a de l'argent pour faire de la recherche, les postes sont permanents aussi. Simplement, eux, ils sont à 3% du PIB, effectivement. Il faut qu'on aille chercher ce pognon qui est aux citoyens par le biais d'une recherche citoyenne. Et ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, on en revient à ça. Nous sommes dépossédés de notre avenir, c'est-à-dire de notre capacité à chercher et à chercher auprès des citoyens par le fait que nous n'investissons pas assez dans cette perspective. Voilà. Alors, ce sont quelques réflexions qui vous paraîtront sans doute naïves parce qu'elles sont le produit de quelqu'un qui vit un petit peu ça mais n'est pas un spécialiste de ces questions-là. Néanmoins, je pense qu'il faut rendre les clés de leur avenir à nos concitoyens. Et la meilleure façon de leur rendre les clés de leur avenir, c'est de chercher les clés ensemble. Il semblerait qu'on les a un peu perdues. Et j'espère que vos travaux vous donneront des pistes pour faire ça efficacement. N'oubliez pas de demander de l'argent pour ça quand même. Voilà, merci de votre attention.